are some other problematic books we should not allow our children to consume. I am talking about 40 authors who are problematic. In fact, I'm literally ashamed to own a copy of this. I had no idea this was as horrible as it actually is. So that's what we're going to be doing in this video. We're going to be talking about some books by authors of color that are problematic. J'ai lu le livre le plus brutal, le plus extrême, c'est celui-ci. So I will be talking about people who are racist, colonist, anti-Irish, anti-Semitic, white supremacist. Le sang et la cendre est-il un livre problématique? C'est problématique. Depuis quelques années déjà, notamment sur internet, j'entends cette phrase absolument partout pour qualifier une œuvre littéraire ou artistique. Que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, presque chaque jour, on peut y trouver des vidéos de personnes qui nous incitent à ne pas lire tel ou tel livre parce qu'il serait considéré comme étant problématique. Et en faisant mes recherches sur le sujet, je me suis rendu compte que le phénomène était plus étendu que je ne le pensais, qu'il ne s'arrêtait pas qu'au domaine littéraire, mais qu'il touchait à toutes les œuvres artistiques en général, le cinéma, la musique, etc. Dans ces vidéos de personnes qui qualifient des œuvres comme étant problématiques, généralement j'ai pas de réelle justification, juste un avis à chaud qui est appauvri par la courte durée de la vidéo. Pourtant, j'avais envie de comprendre. Qu'est-ce qui pose problème derrière nos livres? Pourquoi qualifier une œuvre de problématique? Et qu'est-ce qui dérange? Quels sont les critères qui permettent à un livre de rentrer dans la case de l'œuvre acceptée et tolérée de nos jours? Est-ce qu'on est rentré dans une ère qui cherche de plus en plus à assainir les œuvres littéraires et artistiques, sous prétexte de répondre à un besoin éthique et à défaut d'appauvrir les champs créatifs? En réalité, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Mais aujourd'hui, le fait de dire d'une œuvre qu'elle est problématique, c'est pas anodin. Et cela amène à d'autres remises en question beaucoup plus profondes sur notre rapport à notre société et à la culture. Derrière la phrase « c'est problématique » se cache en réalité tout un raisonnement collectif et très moderne vis-à-vis de la littérature. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir de quoi l'on parle. Et une définition des termes s'impose. C'est quoi une œuvre littéraire ou une œuvre artistique? Une œuvre, c'est une création qui est à la fois artistique et esthétique. En effet, la littérature, c'est l'ensemble des œuvres bien souvent écrites, mais elles peuvent être aussi orales, auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. On pense aussi que la littérature viserait à éduquer, à communiquer des pensées, à influencer et même à séduire. La littérature constitue également un héritage patrimonial, notamment lorsqu'elle souligne les valeurs, la culture et la civilisation d'un pays donné. Retenez bien cette définition, ça va nous aider pour la suite. Et si on veut aller plus loin, on pourra étendre notre champ de réflexion au domaine artistique en général, en prenant des exemples dans le cinéma, la musique, le théâtre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « c'est problématique » ? Ça vient du substantif « problème » qui désigne une difficulté, un ennui. Quand on dit d'une œuvre qu'elle est problématique, c'est qu'elle nous dérange dans notre personne, dans notre intégrité. Elle ne correspond pas à nos valeurs, à nos affects. Elle porte atteinte à notre vision des choses. Mais en fait, c'est quoi qui pose problème? Réellement. Donc pour me faire une idée de la chose, j'ai dû aller regarder de nombreuses vidéos sur internet, qu'elles viennent de YouTube, Instagram ou TikTok, et j'ai pu récolter différents points de vue sur le sujet. Pour étendre encore plus mon point de vue, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une œuvre problématique pour vous ?» Beaucoup s'accordent à dire qu'il y a problème dans une œuvre lorsque celle-ci met en avant des personnages ou des situations qui prônent des valeurs considérées aujourd'hui comme très archaïques, voire totalement immorales, ou qui sont même rentrées dans l'illégalité. Et ce, sans les remettre en question. Ce biais est assez important. En d'autres termes, des idéologies discriminatoires ou immorales, comme le racisme, l'homophobie, le sexisme, les violences psychologiques et sexuelles, et j'en passe. On peut prendre l'exemple de la dark romance. La dark romance, c'est un sous-genre de la romance qui met en avant des scènes de relations amoureuses condamnées par la loi ou la morale. En effet, ça joue un petit peu avec les limites du désir, de l'interdit, de l'amour et de la violence. C'est un sous-genre assez prisé par un lectorat essentiellement féminin et adolescent, alors qu'il est réservé à un public adulte et averti.
Le truc aujourd'hui, c'est que beaucoup de lecteurs et lectrices remettent en question la dark romance et l'accusent de faire l'apologie des violences faites aux femmes. Et quand on sait que la littérature vise à communiquer des pensées, à influencer, à séduire, là on comprend que ce peut être assez néfaste pour un public non averti, notamment adolescents, et surtout pour des jeunes filles qui connaissent leurs premiers amours au collège par exemple. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les livres considérés comme problématiques, selon les lecteurs toujours, sont également ceux qui ne mettraient pas assez en avant la diversité ethnique, sexuelle, religieuse, etc. à travers leurs histoires. Et ce phénomène ne s'arrête pas qu'au genre littéraire. Je ne vous apprends rien, depuis quelques années, on cherche à avoir davantage de représentation dans nos œuvres artistiques, ce qui franchement n'est pas un mal. Parfois c'est fait de façon plutôt juste, on peut prendre comme exemple la saga Heartstopper, qui met en avant différentes orientations sexuelles et de genre à travers ses personnages. Autrement, cela peut tourner en ridicule ou en question de marketing, et ce afin de donner une image plus lisse et inclusive, et ce qui est dénoncé du coup par les minorités qui voient une forme d'hypocrisie en réalité. Mais quoi qu'on en dise, la diversité est aujourd'hui quasiment revendiquée, et à juste titre, afin qu'une plus large partie des lecteurs, notamment, puissent mieux se retrouver ou s'identifier à des personnages. C'est quelque chose dont on se préoccupait peu il y a encore quelques années. Souvenez-vous, on a dit que la littérature servait à souligner les valeurs, la culture, la civilisation d'un pays. Or, sans grande surprise, vous le savez autant que moi, le monde n'est pas constitué entièrement de personnes blanches et hétérosexuelles. Donc c'est normal, et même tant mieux, j'ai envie de dire, de voir apparaître des gammes de personnages beaucoup plus diverses dans nos livres aujourd'hui. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui, avec les revendications et les attentes de notre société moderne, les lecteurs et lectrices grincent des dents lorsqu'ils ou elles tombent sur des livres qui ne sont pas à même de représenter la diversité humaine à travers leurs personnages. On se rend donc compte qu'un livre considéré comme problématique, selon la majorité des avis que j'ai pu trouver sur internet toujours, c'est un livre qui ne correspond ni ne répond aux valeurs sociétales et morales d'un individu, d'une société et d'un temps donné. Mais en fait, le fait de dire c'est problématique, ça reste assez subjectif. Pour reprendre l'exemple de la dark romance, comme je l'ai dit, c'est un genre qui est tout de même lu et apprécié, grandement commenté sur les réseaux sociaux, et ce bien qu'une partie de l'opinion la critique vivement. En fait, dire qu'un livre ou une œuvre artistique est problématique, c'est une opinion délivrée à travers un prisme individuel, selon une culture et une époque donnée. On prône aujourd'hui des valeurs qui nous tiennent à cœur et sont représentatives de ce que devrait être pour nous une société juste. Mais selon les époques et les cultures, je ne vous apprends rien, ces valeurs peuvent changer et évoluer. L'histoire littéraire et artistique nous montre bien cela. On va prendre un exemple de la littérature classique française. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. En 1857, donc l'année de sa parution, une partie du recueil des Fleurs du Mal est condamnée pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, en raison des thématiques abordées dans certains poèmes, par exemple une sexualité plutôt libre et décomplexée, la mention de la prostitution et de sa débauche assumée. Pourtant, aujourd'hui, on lit Les Fleurs du Mal au lycée et pour la préparation au bac. Autrement, c'est une œuvre qui est grandement lue et appréciée. Ça fait partie des classiques de la littérature française et tout ce qui est dépeint ne nous choque plus. Donc, on voit une fois de plus que les idées évoluent au fil du temps et ce qui était problématique autrefois pour une certaine population ne l'est plus aujourd'hui. Mais même encore de nos jours, on ne partage pas tous et toutes les mêmes idées. Et nous n'avons pas la même vision du monde ou la même tolérance, que ce soit à l'échelle d'un groupe ou d'un pays. Ce qui va être problématique dans un livre pour toi ne le sera peut-être pas pour moi, et inversement. Donc que des avis contrastés apparaissent à la parution d'un livre, c'est quelque chose de tout à fait normal. On n'a pas tous et toutes la même sensibilité ou les mêmes attentes vis-à-vis de ce qu'une œuvre pourrait contenir. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est de voir jusqu'où nos idées politiques et nos convictions personnelles, quelles qu'elles soient, peuvent avoir un impact sur ce qu'on choisit de lire et la manière dont on considère une œuvre d'art qui nous est donnée. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des personnes qui présentaient des livres qui, selon eux, étaient problématiques. Parmi celles-ci, j'en ai trouvé une qui était plutôt intéressante, mais pour le respect et l'anonymat de la personne, je ne vais pas vous la montrer, je vais seulement vous décrire la vidéo. Dans cette vidéo, on voit une personne qui présente le livre Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et la personne explique que dans ce livre, il y a plusieurs choses qui sont problématiques.
Le livre ferait, apparemment, toujours d'après cette personne, l'apologie des violences faites aux femmes, mettra en avant des scènes de violence envers la communauté des personnes LGBT, utiliserait même le N-word, etc., etc. Et la liste des trigger warnings et des choses qui sont considérées comme problématiques est très longue en réalité. Je dois avouer que je n'ai pas lu le livre dont cette personne parle, mais je suis allée quand même me renseigner, parce que cette vidéo m'a quand même interloqué. Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est une fiction historique américaine qui a été écrite par Taylor Jenkins Reid et qui est parue en 2017. Le roman prend place dans les États-Unis des années 1910 et 1920, et le personnage principal, Evelyn Hugo, c'est une star hollywoodienne de son temps. Pour rappel, une fiction historique, c'est une histoire fictive qui prend place dans un contexte historique précis. On a souvent reproché à des auteurs comme Dumas, par exemple, de bafouer la réalité historique au profit de la fiction littéraire. Pourtant, ce que reproche cette personne sur TikTok à Seven Husbands, ce n'est pas de ne pas respecter les événements historiques. C'est ce à quoi sont confrontés les personnages. Et ce, à partir d'un point de vue qui sonne très citoyen du XXIe siècle. Le fait de reprocher à l'auteur d'utiliser le N-word, de mettre en scène des violences envers les personnes trans ou bisexuelles, etc., tout ça, ça fait partie du contexte historique choisi par l'auteur. Dans les années 1910 et 1920, aux États-Unis, on était en pleine ségrégation, donc je pense pas que c'était la joie pour les personnes noires. En fait, je trouve ça assez maladroit de qualifier une œuvre de problématique quand elle met en scène des personnages dans un contexte historique précis et donc met en avant des mœurs et des cultures différentes, qui ne sont plus acceptées aujourd'hui, certes, mais en tant que lecteur, on a quand même assez de recul pour se rendre compte que le livre ne fait ni l'apologie du racisme, ni celle de la violence faite aux femmes. Après, encore une fois, je n'ai pas lu le bouquin. Mais à celles et ceux qui pourraient dire « l'époque ne justifie ni n'excuse tout », à ça j'ai envie de répondre « mais une époque pose un cadre, un contexte historique qu'on ne peut pas nier ». Quand tu écris de la fiction historique, à mon sens, il faut prendre du recul sur la personne que tu es et sur l'époque dans laquelle tu vis. Auquel cas, tu constitues un récit anachronique. Et j'ai l'impression que cette personne qui a réalisé cette vidéo TikTok, malgré toutes ses bonnes intentions, voulait que l'auteur inclue dans Seven Husbands des termes et des valeurs du XXIe siècle pour que le livre corresponde à ses valeurs. Mais si on part de ce principe, il faudrait réécrire l'histoire avec un petit et un grand H pour que les lecteurs contemporains ne soient pas blessés ou choqués à cause d'une certaine lecture. J'ai pris cette vidéo TikTok comme un exemple parmi tant d'autres pour illustrer un phénomène plus large, et je précise évidemment que je n'ai absolument rien contre cette personne. Qu'on soit d'accord ou non avec ce qui est dit, je vous demanderai de bien vouloir rester respectueux et constructif, notamment dans les commentaires. Mais revenons au sujet de la vidéo. Le fait de vouloir que la littérature réponde à une éthique particulière, c'est un phénomène qui prend beaucoup plus de place en réalité. Le fait de dire c'est problématique, ça peut parfois aller au-delà d'un positionnement individuel. Quand plusieurs personnes se mettent d'accord pour définir un livre comme tel, ça peut prendre une certaine ampleur. Et au lieu d'expliquer les œuvres et de les replacer dans leur contexte, d'avertir le lecteur ou bien de lui enseigner les fondements de cette lecture, on va préférer modifier ce qui pose problème, le livre en lui-même. Le fait d'examiner une œuvre littéraire en vue de débusquer des contenus pouvant être perçus comme choquants, offensants ou porteurs de stéréotypes et de rédiger un rapport avec des suggestions de relecture ou de réécriture, c'est le travail des démineurs éditoriaux ou sensitivity readers. C'est un phénomène qui vient essentiellement des États-Unis, mais qui existe en France aujourd'hui quand même. Par exemple, il y a quelques années, le roman d'Agatha Christie, Lady Petit Nègre, ont été renommés Ils étaient 10. En février 2023, l'éditeur Penguin a par exemple fait appel à des sensitivity readers pour revoir Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, parce que certains termes utilisés par l'auteur dans le manuscrit original étaient considérés comme grossophobes ou offensants pour de jeunes lecteurs. Pourquoi est-ce qu'on fait appel aux démineurs éditoriaux? Déjà pour éviter de toucher un certain public et donc éviter de s'attirer une mauvaise pub. Donc on se rend compte que derrière la dimension morale, il y a quand même une dimension économique assez forte. Et il y a énormément de débats autour de ça, mais moi je m'interroge surtout sur la place du lecteur là-dedans. J'ai envie de vous livrer un avis plus personnel à ce sujet. D'une part, le travail des démineurs éditoriaux permet d'écouter la voix d'une génération qui est peut-être plus sensibles, et quoi qu'on puisse en penser, si leur boulot peut permettre aux lecteurs et aux lectrices d'aujourd'hui de passer de meilleurs moments à la lecture, alors je ne vois pas où est le problème. Cependant, quand on en vient à modifier des textes originaux, sous prétexte d'éviter de blesser une partie des lecteurs, bien que ça puisse partir d'une bonne intention, je trouve ça doublement dommage. D'autant plus quand l'auteur n'a pas donné son avis. D'abord, je trouve ça triste qu'on ne prenne
plus la peine de vouloir expliquer le livre et qu'on en vienne à le modifier pour qu'il corresponde à nos mœurs actuelles, sachant que ça servirait pas à grand chose en réalité parce que dans 20 ans, nos valeurs et nos mœurs ne seront déjà peut-être plus les mêmes. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait modifier des textes sans arrêt. Et ensuite, c'est un exemple de plus, je trouve, qui montre qu'on a tendance, parfois, à peut-être trop infantiliser les lecteurs. Je m'explique. Ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait les protéger de tout, comme des enfants ignorants et trop sensibles, qui ne seraient pas en mesure de prendre du recul sur les lectures qu'ils ont choisies. Et je veux bien admettre que certains textes peuvent apparaître aux yeux d'une partie des lecteurs comme choquants, hein, ça je le nie pas. Mais dans ces cas-là, allez au bout de votre idée et ne vendez pas de la dark romance à des gamines de 14 ans. Et quitte à ce qu'un texte vous apparaisse comme archaïque ou désuet, eh bien, plutôt que de vouloir le modifier, écrivez, lisez ou étudiez des histoires nouvelles et originales qui sauront vous plaire et correspondre à votre état d'esprit. Et si vraiment vous tenez tout de même à découvrir des classiques de la littérature, renseignez-vous auprès de personnes qualifiées pour qu'elles vous les expliquent. Ça sert à ça, des profs de français, des critiques littéraires, etc. Tout ça, c'est un avis entièrement personnel, attention. Et j'ai conscience qu'il n'est pas partagé par tout le monde. Et vu que je ne peux pas rester campée sur ma position, j'ai décidé au fil de mes recherches d'étendre ma réflexion autour de la modification des textes originaux. En réalité, modifier des œuvres originales pour qu'elles correspondent à certaines mœurs, ça date pas d'hier. Et pour ça, on va prendre un exemple pictural. En 1424, Felice Brancacci, vous pardonnerez mon accent italien, je n'ai pas fait italien, c'est un politique et riche commerçant italien qui va commander à deux jeunes peintres, Masolino et Masaccio, une série de fresques pour orner les murs de la chapelle qu'il possède dans l'église Santa Maria del Carmine à Florence. Et c'est dans ce contexte que Masaccio entame la réalisation de la fresque d'Adam et Ève chassés de l'Éden. Mais en 1670, donc plus de 200 ans plus tard, des changements sont effectués sur l'agencement des fresques de la chapelle. Et c'est à ce moment qu'en vertu d'une lecture plus littérale des textes bibliques, des feuilles sont ajoutées sur la nudité d'Adam et Ève. De même, il n'est pas nouveau que certains livres, même des classiques, aient été retraduits au fil du temps, et que les traducteurs et traductrices aient pris quelques libertés en retirant ou en modifiant certains passages, soit par souci de qualité littéraire, soit par souci moral. On a cité l'exemple de Baudelaire et des Fleurs du Mal, mais dans la liste des livres censurés pour leur époque en raison des thématiques qu'ils abordaient, on peut citer Madame Bovary de Flaubert, L'Ensorcelé de Barbé d'Aurevilly. Bon, ça ce sont des exemples pour la France, mais la censure n'a pas touché que Paris. Alice au Pays des Merveilles a été interdit en Chine en 1931 sous le prétexte qu'il était indécent de faire parler des animaux comme des humains. Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley a été interdit en Irlande en 1932 car on disait qu'il s'attaquait à la religion et à la famille. Toujours pour Huxley, son livre a aussi été interdit en Inde en 1967 parce que l'auteur était vu comme un pornographe. En bref, encore une fois, le fait de réécrire, de modifier ou de censurer même des textes originaux, ça date pas d'hier. Et ça se fait encore aujourd'hui. Certains États des États-Unis interdisent de plus en plus la diffusion de livres LGBT dans leurs écoles, par exemple. Et vous allez me dire, si c'est pas nouveau, pourquoi remettre en question, dans une moindre mesure, attention, le travail des sensitivity readers aujourd'hui, qui bien souvent ne font que proposer des réécritures et sont dans une démarche plutôt bienveillante de retravailler de vieux textes afin de ne pas choquer le lectorat. Ce qui m'embête, je trouve, c'est qu'à une époque où nos sociétés, peut-être davantage, peut-être les sociétés occidentales, prennent de plus en plus la liberté d'expression et l'ouverture d'esprit, du moins en apparence, je trouve ça très paradoxal et même parfois un petit peu hypocrite de critiquer des modifications ou la censure des œuvres passées, tout en acceptant à l'heure actuelle de le faire à notre tour. Mais encore une fois, il faut que je dépasse ça. Il faut que j'étende ma réflexion. Et c'est pourquoi je vous ai demandé sur Instagram ce que vous pensiez du travail des démineurs éditoriaux à l'heure actuelle. Non pas des personnes en elles-mêmes, elles ont rien demandé, mais je veux dire l'idée qu'il y a derrière leur travail. Et je dois avouer que les résultats sont mitigés. 57% d'entre vous sont complètement d'accord avec le travail des démineurs éditoriaux, donc ils trouvent ça essentiel, et 43% d'entre vous sont contre. Je me suis pas contentée de ces simples chiffres. J'ai aussi eu droit à plusieurs réponses argumentées. Ce que je retiens de vos réponses, c'est qu'en tant que lecteur et lectrice, vous préféreriez être averti. Dans une préface par exemple,
des aspects dérangeants du texte, au lieu que celui-ci soit modifié par exemple. Mais ça en réalité ça se fait déjà, par exemple quand vous lancez un film sur une plateforme vidéo ou même quand vous allez au cinéma, il y a toujours des avertissements concernant les contenus choquants qu'on s'apprête potentiellement à consommer. Mais ces trigger warnings, encore une fois, ça va dépendre de la sensibilité de chacun et chacune. Quelqu'un peut par exemple regarder une scène de guerre sanguinolente et se retrouver extrêmement mal à l'aise devant une scène érotique. Et ce sera l'inverse pour quelqu'un d'autre, admettons. Vous vous interrogez aussi sur la légitimité des sensitivity readers à modifier ou à demander à réécrire un texte. Mais il est vrai que les opposants aux sensitivity readers ont pu voir ces personnes comme des activistes de la cancel culture, oh my god. Ce sont des propos parfois assez vifs, mais tout cela, ça reste à nuancer. Vous savez, certains auteurs ou même autrices font directement appel à des démineurs éditoriaux. C'est le cas par exemple de l'écrivaine québécoise Marie-Hélène Poitras, je ne sais pas trop, désolée. Elle a fait appel à des sensitivity readers pour la parution de son livre qui mettait en scène le parcours d'un personnage trans, étant elle-même une personne qui n'a pas connu la transidentité ou un parcours de transition, et par souci de représentation et de justesse, elle a donc fait appel à des démineurs éditoriaux pour relire son manuscrit avant sa parution. Et franchement, je trouve ça top comme initiative. En fait, c'est comme si vous faisiez appel à une équipe d'historiens pour un film historique. Le but, c'est de délivrer une représentation juste et correcte de quelque chose qu'on ne connaît pas. Auquel cas, qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres dites problématiques, déjà parues, et qui ne sont pas forcément concernées par ces réécritures? On peut s'interroger sur la relecture, l'étude, voire la réédition de certaines œuvres qui, selon une partie des lecteurs, posent problème de nos jours. En d'autres termes, faut-il toujours relire des œuvres classiques dites problématiques? Pour déployer certains exemples, je me suis aidée du livre de Caroline Fourest qui s'intitule Génération offensée, donc c'est un essai. Elle y explique à un moment donné que dans certaines universités américaines, certains professeurs n'osent plus faire cours sur certains livres de peur de susciter des polémiques au sein des étudiants. Pour ne pas froisser leurs élèves et leur identité, les professeurs doivent désormais émettre des trigger warnings, des avertissements, pour que les étudiants puissent quitter le cours avant d'être heurtés. Un peu comme les avertissements pour enfants lorsqu'un film violent ou porno passe à la télévision. Sauf qu'il s'agit d'adultes, de cours à l'université, et que ces avertissements concernent des œuvres classiques comme Antigone ou Gatsby le Magnifique, un roman qui évoque le suicide et contient des scènes de violence sexuelle explicites. Les élèves de Columbia exigent carrément qu'on retire du tronc commun certaines œuvres jugées eurocentrées ou trop violentes. Ils citent l'exemple d'une élève traumatisée par l'étude des métamorphoses d'Ovide alors qu'elle avait subi des violences sexuelles. En plus de lui faire revivre son traumatisme, l'élève se serait senti choqué par la distance du professeur, ayant concentré son attention sur la beauté de la langue et la splendeur de l'imagerie. Il faut savoir que le livre de Caroline Fourest regorge d'idées et d'exemples assez intéressants pour parler du sujet d'aujourd'hui, mais comme tout essai, elle prend parfois position de façon assez vive, donc c'est nécessaire de prendre du recul avec ce genre de propos. On peut être d'accord avec certaines choses qui sont dites dans ce bouquin, mais pas avec l'intégralité de cet essai. Un classique, c'est une œuvre d'art qui fait autorité dans son domaine et qui est devenue une référence. On qualifie une œuvre de classique par rapport à sa réception par les lecteurs, à la reconnaissance durable qu'elle obtient au sein de la société et à l'importance qu'elle prend dans la culture dont elle fait partie. Ainsi, les œuvres reconnues comme classiques vont constituer des œuvres de référence, notamment à l'école. Et c'est pourquoi on la distingue parfois de la culture populaire ou de l'underground. Mais comment on fait pour définir un classique? C'est assez compliqué en réalité. Mais généralement, on s'appuie sur des jugements esthétiques, sociologiques, traditionnels et institutionnels. Mais aujourd'hui, certaines jeunes générations remettent en question la valeur qu'on donne à ces livres. Parfois, on en vient à ne plus vouloir les étudier en cours, comme on a vu avec l'exemple de Caroline Fourest aux États-Unis, parce que ces livres ne seraient plus représentatifs d'une société qui a évolué. Et parfois, le contenu de ces classiques pourrait porter atteinte aux personnes de cette nouvelle société, de façon indirecte, certes. Parce qu'en réalité, cette culture classique, c'est celle qui a longtemps été écrite et prônée par une certaine partie de la population. On peut le penser, une élite plutôt bourgeoise et blanche, donc qui viennent de classes assez aisées, et même parfois plutôt traditionnelles et conservatrices.
Et c'est peut-être moins l'étude des classiques que la dimension symbolique et morale qu'on leur accorde en réalité qui dérange. Parce que quand on place sur un piédestal des bouquins aux idées périmées témoins d'un temps qui n'est plus le nôtre, et bien souvent écrites par une même gamme d'auteurs masculins, du moins en France, c'est leur accorder une dimension morale quasi sacrée. Peut-être que mes mots sont un peu forts, effectivement. On dit en plus de ça, des classiques, bien souvent qu'il s'agit de la vraie littérature, même si, à mon sens, ça ne veut pas dire grand-chose. On les enseigne de surcroît à l'école, en les couvrant d'éloges, et si on a le malheur de ne pas s'y intéresser, voire de les critiquer, on sera considéré, bien souvent, par cette élite littéraire un peu vieillotte, comme un inculte. Alors peut-être qu'effectivement, certains diront, comme Caroline Fourest, qu'on laisse place à des générations offensées et hypersensibles, qui condamnent des montagnes de la littérature pour s'éviter les malheurs et les vérités violentes du monde. Mais au-delà de la question de l'appréhension de cette violence dans les classiques, on peut également voir ça, je pense, comme une forme de ras-le-bol de la part des nouvelles générations qui sont peut-être surtout lassées d'étudier les mêmes livres aux idées archaïques auxquels on continue de donner récompenses et louanges, et qui préfèrent sûrement se pencher, je pense, sur l'étude de livres plus représentatifs, tout aussi bien écrits, parce qu'il y a la dimension esthétique derrière qu'il ne faut pas oublier. Pour autant, est-ce que c'est bien nécessaire de condamner ces œuvres qui de fait s'inscrivent dans une histoire, celle de l'art, celle de la littérature, parfois celle d'un pays, et qui ont su marquer une ou plusieurs époques. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'être plus nuancé que ça, d'essayer d'apporter des compromis, mais je ne suis pas celle qui va donner des solutions. Moi, je suis juste là pour réfléchir à tout ça. Maintenant qu'on a parlé des œuvres, j'aimerais qu'on s'interroge sur la place de l'auteur dans tout ça. Quand un livre est considéré comme problématique, est-ce que l'écrivain a une part de responsabilité là-dedans? À quel point est-il lié à son œuvre? N'est-ce pas plutôt lui ou elle le véritable problème? Avant de vous emmener là où je veux en venir, j'aimerais vous faire une brève piqûre de rappel. J'ai envie de vous remémorer la différence et les nuances entre un auteur, un écrivain, un narrateur et un personnage. L'auteur, étymologiquement, c'est celui ou celle qui est à l'origine de quelque chose. En littérature, l'auteur, c'est celui qui revendique souvent la propriété de son œuvre. Et il en est bien souvent l'écrivain, donc c'est lui qui l'a écrite, voilà. Il y a donc d'ores et déjà, en tout cas, une part de responsabilité et d'engagement du créateur ou de la créatrice vis-à-vis de ce qu'il ou elle produit en littérature, ou en art en général. Pourtant, dans le récit, à moins que l'auteur y ait spécifié sa présence concrète, comme dans une autobiographie par exemple, et encore parfois ça reste très flou pour ça, et ben il n'est pas censé apparaître. L'auteur est hors du récit. Il l'écrit mais il n'apparaît pas dans l'histoire qu'il écrit, normalement, sauf si c'est spécifié à un moment donné. Celui qui raconte l'histoire, c'est le narrateur. Il peut être un des personnages, on parlera de récit à la première personne, ou bien extérieur à l'histoire racontée, c'est-à-dire qu'il peut être une instance quelconque ou un double de l'auteur, ce qui rajoute davantage d'ambiguïté, et on parle alors de récit à la troisième personne. Enfin, un personnage, c'est un être imaginaire issu d'une œuvre de fiction. Alors pourquoi est-ce que je vous rappelle tout ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui, les frontières entre le narrateur et l'auteur notamment, elles semblent parfois s'estomper aux yeux des lecteurs et des lectrices. Si dans un livre, un narrateur expose des signes de violence ou des problèmes de représentation et qu'il ne les dénonce pas, on va se tourner immédiatement vers l'auteur, qui est jugé responsable de cela. Certes, ce n'est pas lui qui raconte l'histoire, mais c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui est responsable de son narrateur. C'est lui qui choisit le récit, la structure narrative, les personnages, l'intrigue, tout. C'est lui qu'on voit en conférence si l'œuvre reçoit un prix littéraire. C'est l'auteur qui se revendique propriétaire de son œuvre, comme en témoigne son nom sur la première de couverture ou dans un contrat éventuel avec une maison d'édition. Le souci, c'est que dans une œuvre fictive, on a tendance à supposer que les valeurs immorales ou problématiques d'un narrateur ou d'un personnage principal, c'est celle de l'auteur. Notamment quand elles ne sont pas remises en question à un moment donné dans le livre. Et pour certains lecteurs ou lectrices, ça serait l'apologie déguisée ou non de la violence et des discriminations, de la domination et des oppressions des catégories de personnes, notamment des minorités ethniques, religieuses et sociales. Cette dernière expression-là, je l'ai empruntée à un utilisateur Instagram qui s'est exprimé quand je posais des questions et des sondages pour traiter le sujet de cette vidéo. Mais
Quand on y réfléchit, en fait, à travers la majorité des histoires, les actions dites problématiques d'un personnage ou d'un narrateur sont quasiment toujours remises en question à un moment donné dans le livre, que ce soit par d'autres personnages ou sur décision du sort. C'est ce qu'on appelle la morale, tout simplement. Et des exemples, il y en a beaucoup. Dans la tragédie éponyme de Racine, Phèdre est puni pour avoir commis l'inceste. Dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, Julien Sorel est tué à la fin du livre pour avoir tenté d'assassiner son amante, et indirectement pour s'être montré trop ambitieux. Dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost, les amoureux trouvent la mort pour leur imprudence. On retrouve ça aussi dans les contes. Dans La Belle et la Bête, au début de l'histoire, le prince est changé en monstre par une fée car il lui a refusé l'hospitalité. On peut aussi prendre des exemples dans nos œuvres contemporaines. Dans les mangas d'Inyo Asano, comme Errance ou Bonne Nuit Poun Poun, les personnages principaux finissent seuls et quasi dépressifs tout au long de l'histoire, car ils font preuve de lâcheté et d'égoïsme. Dans la saga de science-fiction Hunger Games, c'est bien le régime autoritaire qui tombe à la fin du livre, car il s'agissait d'un système oppressif. Même dans Voyage au bout de la nuit de Céline, qui a le narrateur le plus aigri de l'histoire, on voit que Bardamu, personnage principal et narrateur, et bien qu'il chie sur pas mal de choses ce gars, et ben il se fait souvent remettre en question dans le bouquin. En réalité, dans la majorité des œuvres littéraires, les actions immorales des personnages sont quasiment toujours remises en question. Si vous avez des contre-exemples, je serais ravie de les entendre, vous pouvez me les mettre en commentaire. Mais quand ce n'est pas fait, quand ni l'auteur ni les personnages ne remettent ces valeurs immorales en question, les lecteurs et lectrices peuvent considérer cela comme une forme de consentement à ces idéaux, voire d'apologie déguisée. Et c'est ça qui pose problème. Par exemple, on en revient toujours à cet exemple de la dark romance, mais on a reproché à Sarah Rivens, qui est autrice de Captive, de banaliser à travers sa saga les violences faites aux femmes. Mais au-delà de l'absence de dénonciation de valeurs problématiques dans ses œuvres, certains auteurs sont pointés du doigt pour leur manque de transparence vis-à-vis de celle-ci. Parfois, j'ai pu entendre cette idée que l'auteur se cacherait derrière le visage du narrateur pour exposer ses propres idées potentiellement malveillantes aux yeux du lectorat, même si c'est pas dit explicitement. Bon, c'est difficile d'avérer ce genre de choses sans tomber dans des clichés ou des thèses assez politisées, mais ça reste tout de même une idée intéressante qu'on peut illustrer avec des pincettes en prenant l'exemple de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, c'est un auteur français qui multiplie les succès littéraires comme les polémiques. Je n'ai pour ma part jamais lu un de ses livres, mais j'ai pu me renseigner sur le sujet afin d'alimenter cette vidéo et cet exemple. Houellebecq, c'est une personne très controversée, comme je le disais. Il a tenu des propos plus que limites sur l'islam, le féminisme et j'en passe. Et dans ses romans, il met d'ordinaire en scène des personnages dans un contexte politique fictionnel. C'est le cas par exemple dans Soumission, qui est paru en 2015. Ce livre décrit un futur proche en France, dans lequel le président de la République est issu d'un parti musulman élu aux élections de 2022. Et parmi les changements notables qui découlent de cet événement, en France le chômage chute, les écoles comme la Sorbonne sont privatisées et islamisées, les professeurs doivent être musulmans pour avoir le droit d'enseigner, la polygamie est légalisée et les femmes n'ont plus le droit de travailler et elles doivent s'habiller, je cite, de façon non désirable. Et pour la faire courte, c'est la théorie du grand remplacement. Théorie qui est prônée à plusieurs reprises par Michel Houellebecq. Si certains lecteurs y voient une forme d'analyse fine de la société actuelle et voient en les romans de Houellebecq des formes d'anticipation, d'autres soulignent le caractère problématique de ces œuvres qui serait en fait le calque des réflexions d'extrême droite de l'auteur. D'autant plus que Houellebecq n'hésite pas dans Soumission à inclure de réelles figures politiques comme François Hollande, Manuel Valls, Marine Le Pen ou François Bayrou, ce qui rend les limites entre la fiction et la réalité encore plus floues. Car l'auteur profiterait du visage du narrateur et de la fiction pour exposer ses propres idées très politiques et tendancieuses en fait. Pour autant, Houellebecq en a le droit, et il n'a jamais confirmé ou infirmé que ses romans faisaient l'apologie de quoi que ce soit. Mais alors, quand est-ce qu'on considère qu'un auteur va trop loin? Quand est-ce qu'on considère que la frontière entre fiction et réalité a été franchie? Jouer avec les frontières qui séparent la fiction de la réalité, que ce soit fait volontairement ou involontairement, ça a pu poser problème à certains artistes, et pas que des écrivains. Pour cette partie, on va prendre cette fois-ci un exemple musical. Si vous avez regardé la série documentaire sur Orelsan intitulée « Montre jamais ça à personne », ça va peut-être vous être utile et vous saurez peut-être de quoi je parle. En 2009, Orelsan sort un son sur internet qui est intitulé « Sale pute ».
dans laquelle il chante l'histoire d'un homme qui se bourre la gueule et souhaite la mort de sa femme après que celle-ci l'a trompé. Les paroles sont peut-être trop violentes et trop explicites pour que je les mette dans cette vidéo. Il me semble aussi que le clip original a été supprimé sur YouTube. À cette époque, Orelsan n'en est qu'à ses débuts et ce son va lui attirer pas mal d'ennuis. Il y a eu une énorme polémique autour de ce son. Des associations féministes et de femmes battues accusaient le rappeur de faire la promotion des violences conjugales dans ce texte. Les plateaux télé et les médias s'en sont donnés à cœur joie, ils se sont aussi emparés de l'affaire, et c'est allé jusque dans l'hémicycle, c'est vous dire. Le rappeur a même été déprogrammé dans un festival suite à cela. Dans le documentaire, Orelsan et ses proches expliquent qu'on aurait pris les paroles de cette chanson pour les sortir de leur contexte et faire d'Orelsan un mec qui faisait la promotion de la violence faite aux femmes. Pourtant, quand il s'est expliqué à ce sujet, il a tenu à rappeler qu'il s'agissait simplement d'un clip musical qui ne mettait pas en avant quelque chose de réel. L'auteur peut-il réellement tout dire à travers la fiction? Vous avez 4 heures. C'est une question qui est très intéressante en réalité, quoique c'est complexe. En fait, Orelsan, en tant qu'auteur et en tant qu'individu, ne dénonce ni n'approuve ce qu'il dit dans son texte. Il raconte seulement une histoire qui n'est pas la sienne. Et ça, il le fait de façon très récurrente dans ses albums. En gros, celui qui apparaît dans le clip de Sale p***, c'est un narrateur personnage, ce n'est pas Orelsan. Certes, la chanson peut être très violente, mais elle est racontée à travers le prisme d'un mec totalement bourré et cocu qui profane des idées noires envers sa femme. Pour autant, je pense qu'on peut quand même comprendre le désarroi de certaines personnes et même leur colère, parce qu'ils n'ont pas réussi à saisir cette frontière entre fiction et réalité qui ne leur a pas semblé explicite. Je pense que ce qui a dérangé ici, surtout, c'est à quel point la violence des paroles peut refléter une réalité tangible. Le fait de se mettre dans la peau de l'homme qui a envie de buter sa femme, je pense que pour une partie des auditrices, ça a dû poser problème. Et ça peut nous interroger sur la responsabilité de l'auteur en réalité. Notamment quand il a une certaine notoriété et qu'il sait que ses œuvres vont être vues, lues, entendues, écoutées, répétées, amplifiées parfois, et interprétées selon différents points de vue. Est-ce que c'est son rôle de produire du politiquement correct? De créer en prévision des critiques? Faut-il que l'auteur prenne parti ou au contraire reste neutre? Est-ce que ça ne reviendrait pas à tuer sa créativité et sa sincérité? Tout ça, ça nous amène à nous demander si l'artiste ou l'écrivain n'aurait pas une responsabilité quant à la manière dont il s'inscrit dans notre monde. On a souvent pu mettre l'artiste ou l'écrivain sur un piédestal. Du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, les personnes qualifiées d'auteurs sont moins considérées comme les producteurs originaux d'écrits que des personnes exerçant une autorité morale et source de savoir qu'il faudrait respecter. Dans le même temps, des œuvres dont les qualités jugées importantes sont développées, comme celles qui prônent le bel esprit et les qualités esthétiques notamment. On voit donc déjà que dans ces temps-là, l'écrivain avait un statut particulier dans la société. On peut donc en déduire que c'est parce qu'il aurait le devoir d'exercer une forme d'autorité morale sur ses contemporains, à travers ses livres, que l'écrivain, intrinsèquement, devrait lui aussi être un intellectuel doté d'une morale sans faille. Est-ce que vous comprenez l'idée? Pourtant, il s'agit de nuancer cela. De nombreux auteurs ont bien remis en question la morale de leur temps. Le fait de questionner leur temps, c'est quelque chose d'assez commun. Mais on ne peut pas nier qu'un écrivain ou un artiste reconnu pour son travail, quel qu'il soit, obtient généralement une place importante au sein de la société. L'artiste reconnu en tant que tel bénéficierait donc d'un titre particulier, et c'est parce qu'il produit des œuvres respectables qu'il le serait aussi. Affublé de nombreuses étiquettes amélioratives, et de prix notamment, par ses pairs ou par le public, l'artiste ou l'écrivain est associé à son œuvre de qualité, alors qu'il n'est pas forcément une personne dotée de vertus. Moi je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Il a servi les plus beaux textes. C'est des grosses salopes. Un auteur ou un artiste qui est problématique, c'est peut-être celui qui va produire des œuvres immorales, mais c'est peut-être celui qui est lui-même immoral ou dans l'illégalité même. En d'autres termes, dans nos sociétés actuelles, la tendance s'inverse, je dirais presque. C'est l'artiste en tant qu'individu qui sera davantage remis en question que ses œuvres. En plus de cela, aujourd'hui, la personnalité, les idéaux ou les actions d'un auteur ou d'un artiste peuvent directement avoir des répercussions
sur son travail, peu importe si ces productions-là sont considérées comme problématiques ou non. On va prendre un exemple contemporain qui a attisé pas mal de colère sur les réseaux sociaux ces dernières années. Je parle bien de J.K. Rowling, qui est l'autrice de la saga à succès Harry Potter. Vous devez probablement le savoir, Harry Potter c'est une saga de low fantasy britannique qui a été écrite entre les années 90 et 2000. C'est une saga en 7 tomes et elle retrace les aventures de Harry Potter, un jeune sorcier qui est accompagné de ses meilleurs amis Hermione Granger et Ron Weasley. Bon, on n'est pas là pour faire une vidéo sur Harry Potter, mais je voulais vous donner quand même quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte du monstre que c'est. Les 7 tomes d'Harry Potter se sont vendus individuellement à plus de 60 millions d'exemplaires. Le premier tome, à lui seul, c'est 120 millions. Les films génèrent quant à eux seuls 8 milliards de dollars. La franchise Harry Potter vaudrait à elle seule près de 32 milliards de dollars. C'est vous dire le succès commercial de l'affaire. J.K. Rowling, quant à elle, c'est devenue l'écrivaine la plus lue du Royaume-Uni devant Agatha Christie et Shakespeare. L'accueil d'Harry Potter, il est quasiment unanime, vous l'aurez compris. Petits comme grands se sont arrachés cette saga, d'où sa popularité. Et malgré quelques critiques négatives, Harry Potter, c'est une saga légendaire. Mais il y a une ombre au tableau, et c'est l'autrice elle-même. J.K. Rowling. En décembre 2019, l'autrice affiche son soutien à Maya Forstater. C'est une chercheuse britannique dont le contrat de travail n'a pas été renouvelé après qu'elle a tenu des propos jugés transphobes. Et selon Rowling, la scientifique aurait été injustement licenciée pour avoir simplement déclaré que le sexe était réel. J'ai envie de me tuer à chaque fois que je fais des guillemets, vraiment. À la suite de son soutien public, l'auteur est accusé de transphobie par un certain nombre de fans et de médias. Mais c'est surtout en juin 2020 que les choses vont se corser. J.K. Rowling va provoquer la colère des fans et des internautes, et notamment des militants de la cause trans, en ironisant sur Twitter sur l'expression « personnes qui ont leurs règles ». Je cite son tweet. Je suis sûre qu'on avait un mot pour désigner ces personnes avant. Que quelqu'un m'aide. Femme, femme, film. Bon, ses propos, son interrogation sur l'effacement du mot femme, lui valent d'être qualifié de TERF. Bon, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'autres événements de ce type dans les années 2020. Faut retenir quand même que J.K. Rowling, elle accumule pas mal de polémiques transphobes sur le dos. Voilà. Bon, les choses auraient pu s'arrêter là si les fans ne s'étaient pas penchés du côté de la saga pour y trouver des tares cachés. Justement parce que l'auteur s'était avéré être auprès de certaines communautés sur les réseaux sociaux comme une personne extrêmement problématique. En d'autres termes, depuis les propos tenus par J.K. Rowling dans les années 2020, des fans de la saga Harry Potter commencent à faire des analyses fines et socio-politiques de Harry Potter. Bon, c'était déjà le cas à sa sortie en réalité, mais là, ça se fait pour d'autres raisons. Et parfois même cela peut aller jusqu'au boycott des bouquins. Malgré tout, la saga Harry Potter restait au top des ventes en France en 2020. Mais en fait, là, on a quelque chose quand même d'assez marquant. Quand un auteur va dévoiler une tare, on va le dénoncer généralement publiquement sur Internet, car on estime que la justice est trop lente pour faire son travail. C'est ce qui est appelé généralement les procès médiatiques. Et étant donné que le succès de l'auteur est rattaché à ses œuvres, on va s'attaquer directement à ses œuvres, à ses productions, pour faire entendre gain de cause. Si on boycotte les œuvres, c'est pour faire chuter les ventes et la notoriété de l'auteur. En gros, on attaque par le biais économique pour faire entendre la morale. On attaque la création pour toucher le créateur. Et c'est assez intéressant quand même comme mode opératoire, mais pas réellement surprenant dans notre société capitaliste. De même, de nos jours, le visage de génie intouchable prêté à certains artistes semble s'étioler, notamment lorsque le public leur rappelle leur statut d'être humain soumis à des lois morales et juridiques. On en vient du coup à la fameuse question qui brûle toutes les lèvres depuis l'affaire Polanski. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Bon, pour ma part, je trouve cette formulation malvenue et pas vraiment pertinente. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. L'homme, l'artiste, c'est la même personne. On va pas commencer à faire des considérations métaphysiques. Et à mon sens, en fait, faut retravailler cette question. La question qu'on devrait se poser, c'est plutôt, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? Et là, ça devient plus intéressant. Je vous ai demandé sur Instagram, via un sondage, si vous pensiez qu'il fallait séparer l'œuvre de l'artiste. Donc 32% d'entre vous ont répondu oui, contre 68% de non.
Et avec ça, j'ai eu droit à une ou deux réponses argumentées. D'autres m'ont répondu un peu rapidement en DM qu'ils ne séparaient l'homme de l'artiste, mais encore une fois, c'était pas la question posée, c'était pas le propos. Moi, je cherche à savoir s'il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Et qu'est-ce que ce questionnement amène? L'œuvre, c'est la production. L'artiste, c'est celui qui l'a créée. Il y a une distinction homme-objet qu'aujourd'hui on revendique, car elle a souvent été oubliée. Encore aujourd'hui, on soutient que l'idée que si l'œuvre reçoit des retours positifs, c'est que son auteur est forcément un génie intouchable. Comme si le talent justifiait tout. Et beaucoup ont défendu cette idée, ça date pas d'hier. Pierre Lazareff, qui était journaliste, disait « Un auteur comme Céline, ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. » On voit encore des personnalités publiques défendre Gérard Depardieu sur des plateaux télé en le qualifiant de grand acteur ou de génie du cinéma, comme si ça servait de justification pour le défendre des accusations de viol qui pèsent sur lui, ou des propos dégueulasses qu'il a tenus en reportage. Or, il n'y a aucun lien logique dans ce genre d'argument. Et c'est ce qu'une partie des gens dénoncent sur internet aujourd'hui. Mais en fait, c'est assez flagrant comme dans le monde de l'art en général, on a vraiment encore du mal à consentir au fait qu'un artiste peut être une personne infâme. Alors qu'il a peut-être produit de très belles choses, ça n'empêche pas. Et justement, quand la parole des dénonciateurs, voire des victimes, n'est pas entendue, puisque visiblement elle ne suffit pas à soulever l'aura de génie qui entoure l'artiste, on va s'attaquer à ce qui fait d'eux des personnalités aussi rayonnantes, leurs œuvres. C'est pourquoi il n'est pas anodin de voir de plus en plus d'œuvres littéraires, cinématographiques ou musicales être boycottées de nos jours. C'est pour ne pas donner d'argent, de pouvoir et davantage de crédit à celui qui les a réalisés. Je pense qu'il serait maladroit de donner une réponse tranchée à la question « Qu'est-ce qui est problématique dans les livres et dans l'art aujourd'hui ?» L'histoire en elle-même, les auteurs et les artistes, le lecteur hypersensible qui fait trop de bruit à ce propos. En réalité, je pense que c'est surtout un phénomène qui, au-delà de la dimension littéraire, reflète aussi l'évolution de notre société et de notre rapport à l'art et à la culture. À comment il peut avoir un impact sur notre monde. On ne s'est pas interrogé sur la place des intermédiaires, je parle ici des maisons d'édition, des librairies dans notre cas, entre autres celles qui font le lien entre auteur et lecteur. Il aurait été intéressant d'interroger leur part de responsabilité dans tout ce phénomène sociétal et médiatique qui prend toujours plus d'ampleur depuis les années 2020. En tout cas, je serai toujours très curieuse d'entendre votre avis, constructif et respectueux je l'espère. Est-ce que ce format plus réflexif et plus long vous plaît? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et même à la liker si cela vous fait plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ciao!